Mesdames et messieurs, bonjour. Fidèles et abonnés de Matin Libre TV, bienvenue à votre émission Matin Libre Politique. Aujourd'hui encore, nous allons aborder des questions cruciales de l'heure, des questions bien évidemment relevant de l'actualité nationale. Les préparatifs donc pour les élections générales de 2026 sont déjà au centre de toutes les attentions et en point de mire de vives discussions autour du code électoral. Le parti Les Démocrates a notamment exprimé de sérieuses récriminations à ce sujet, soulevant donc des interrogations sur l'équité du processus à venir. La question cruciale de la désignation du duo présidentiel au sein du parti de l'opposition présidé donc par l'ancien président de la République, Dr Thomas Boniaï, qui seront les figures de pro qui brigueront donc la magistrature suprême. Cette question reste posée et comment ne pas évoquer les rapprochements observés entre Boniaï et Adrien Rongbeji. Et puis, parallèlement, il y a une invitation inattendue donc, du ministre conseiller en charge des infrastructures, Jacques Ayadji, au parti Les Démocrates. Donc, nous parlerons de tout ceci avec notre invité d'aujourd'hui. Il est député, il est élu de la 9e législature. Il est membre du groupe parlementaire donc, du parti Les Démocrates. Il a nom Kolawole Jima Ogbon. Bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Merci pour la disponibilité. C'est un plaisir. Comment décrivez-vous la 9e législature? La 9e législature, merci une fois encore de me donner la parole, donc de m'inviter à votre télé, Matin Libre, que je découvre en fait pour la première fois. Je suis ça, mais je ne suis jamais venu dans votre studio. Merci, et je salue tous les téléspectateurs et donc nos téléspectatrices également. Vous me demandez comment est-ce que je décris la 9e législature. Oui, ben, la 9e législature, comme les autres législatures, c'est une législature qui va comme ça. En fait, quand vous dites comme ça, il s'agit de quoi? Oui, comme ça. Entre-temps, au cours de la 8e législature, tout le monde a dénoncé qu'on était donc un parlement monocolore. Il faut dire que cette fois-ci, on n'est pas dans un parlement monocolore parce que nous avons des voix qui sont parfois dissidentes, c'est vrai, sauf que les pratiques, pour la plupart, restent un peu monocolores. Donc, c'est pourquoi je dis comme ça. Mais il faut déjà noter que c'est un pas, parce que j'avais déjà dit sur un plateau de télé que ce n'était pas à notre honneur qu'on dise qu'on a au Bénin un parlement monocolore. On est allé jusqu'à insulter les députés. Rappelez-vous, j'appelle ça des insultes. Parce que quand on dit qu'on a des députés godiots, des députés nommés et tout ça, c'est des redites que je fais. On avait tous dénoncé ça. C'est passé maintenant. Ça, c'est passé. C'est passé, en effet. Mais maintenant, nous sommes un parlement où il y a un parti qui ne partage pas la gouvernance en place au Bénin. C'est vrai, sauf que les pratiques restent décriées. Très bien. En tout cas, ce n'est pas encore l'heure du bilan. Toujours est-il qu'on peut faire le bilan aujourd'hui. Oui, à mi-parcours, on peut. Tout à fait, mais en réalité, qu'est-ce que vous retenez fondamentalement, vous qui faites partie quand même des élus de la 9e législature? Qu'est-ce que vous retenez des actions, des travaux effectués jusque-là? Ce qui est fondamental, ce qui est fort, et dont on peut se réjouir aujourd'hui quand on est béninois, même quand on n'est pas béninois, c'est que nous avons réussi au Parlement, c'est-à-dire les députés du groupe parlementaire, les démocrates, ont réussi à empêcher la révision opportuniste de notre Constitution. Vous trouvez que c'était opportuniste? Mais c'est opportuniste, bien sûr. Ça ne répondait pas à grand-chose. On risquait, si on réussissait à faire cette révision, ben, on risquait gros. C'était un mandat présidentiel unique, par exemple. Ben, pourquoi pas? Pourquoi pas? Mais ça n'est pas bien. Donc, on ne devait pas. Mais rappelez-vous, hein, en 2019, la Constitution a été révisée. Eh bien, on aurait révisé combien de fois la Constitution au cours des 2 mandats? 2 fois, le minimum, 2 fois. Peut-être qu'on allait nous proposer encore une 3e révision. Et ça n'est pas bien. C'est la preuve qu'on ne prend pas le temps de faire le point et de savoir exactement ce dont on a besoin. Et ceci dans un esprit consensuel.
Et donc, chaque fois que ça va se passer comme ça, il faut évidemment s'attendre à ce que la Constitution soit retouchée régulièrement. Mais ça n'est pas bien. Regardez la Constitution de 1990. Ben, il y a eu des gouvernements successifs. Cependant, ben, on n'a pas eu à retoucher la Constitution comme ça. Et ce qui est grave en 2019, c'est que les procédures n'ont pas été respectées. En effet, la Constitution prévoit elle-même sa révision, mais pas en procédure d'urgence. Je vous rappelle qu'en 2019, la Constitution a été révisée en procédure d'urgence. C'est contre la Constitution elle-même. Peut-être que c'était urgent, par exemple. Mais quelle est l'urgence? Il n'y avait pas du feu. Il n'y avait aucune urgence. Il n'y avait aucune urgence. Bon, parlons de votre législature. Oui. Voilà. Et à part le blocage de la révision constitutionnelle... Nous avons initié une loi, oui, malheureusement, qui est restée dans les tiroirs. La loi d'amnistie. Et ça, je regrette que cette loi-là n'ait pas été appelée jusque-là. Que cette loi-là n'ait pas fait l'objet d'une discussion large au sein de l'Assemblée nationale. En fait, voilà une loi qui devait conduire à une décrispation de la classe politique, une décrispation tout simplement du pays. Mais vos adversaires politiques estiment que cette loi, c'était au profit de ceux-là qui étaient en porte-à-faux avec la loi. Mais c'est les Béninois. C'est les Béninois. Et ils disent qu'ils sont en porte-à-faux par rapport à quoi? Par rapport à 5 ans, c'est 5 ans, ils sont en prison? Par rapport à quoi d'autre? On a qualifié certains de terroristes. Nous avons étudié la loi, en effet, tout récemment, que nous avons voté d'ailleurs à l'unanimité. Contrairement à ce que les gens pensent, les démocrates disent non, non, non. Nous avons voté la loi sur le terrorisme, sur le blanchiment d'argent, le blanchiment des capitaux. Et on a voté cette loi-là à l'unanimité. Ça veut dire quoi? Que les démocrates ne sont pas des terroristes et ne sont pas pour le terrorisme. Au contraire. Sinon, on n'aurait pas voté cette loi-là. Et quand on a fini de voter cette loi, quand vous voyez les différents articles, vous vous demandez, mais est-ce qu'on ne s'était pas trompé sur les jugements? À savoir, tel était terroriste, puisqu'on a vu désormais c'est quoi un terroriste. Et je voudrais vous dire, pour peut-être ne pas épiloguer tout sur ça, qu'il faut aller au nord pour voir les terroristes. Les terroristes, il faut aller au nord. Les terroristes dont on parle, qu'on a mis en prison ici, ont tué combien de gens? Il faut aller au nord pour voir ce qu'on appelle le terrorisme. Nous ne le souhaitons pas. Et donc, vous avez contribué à l'élaboration, à l'adoption de cette loi? Non, elle n'a pas été adoptée, malheureusement. Elle n'a même pas été votée. Nous parlons de la loi sur le terrorisme, voilà. Mais donc, nous avons voté dans la loi sur le terrorisme. Très bien. Parce que nous ne sommes pas pour le terrorisme, nous sommes d'accord que le terrorisme n'est pas bon et qu'il faut légiférer là-dessus. Très bien. Et quand on a fini de légiférer là-dessus, vous vous demandez, mais ceux qu'on a appelés terroristes ici, là, est-ce qu'ils étaient vraiment des terroristes? Je voudrais renvoyer tout le monde à cette loi-là et voir... Ce n'était pas que du terrorisme, on parlait également de blanchiment de capitaux. Oui, blanchiment de capitaux. Oui, blanchiment de capitaux. Là aussi. Là aussi, c'est pourquoi je dis, quand on a fini de voter la loi, je me demande, est-ce qu'il n'y a pas eu problème entre-temps? Parce que je suis peiné de dire que, non, ceux-là ne sont pas des terroristes. D'ailleurs, ils disent qu'ils ne sont pas terroristes, eux-mêmes. Le terroriste ne peut pas reconnaître. Je suis entièrement d'accord. Mais il y a des lois qui définissent le terrorisme, désormais. Très bien. Oui, en République du Bénin. Voilà. Et puis, donc, vous êtes toujours dans l'attente de la loi d'amnistie. Il le faut nécessairement pour libérer les Béninois. Il le faut nécessairement. Ça ne profite à personne, tout ce qui se passe là. Il le faut nécessairement. Mais est-ce que vous ne savez pas que c'est dépassé maintenant? Voilà. Pas du tout. Puisque les gens sont toujours en prison, ce n'est pas dépassé. Au contraire, ça reste d'actualité. Puisque les gens ne sont pas libérés. Et ça vise à libérer les gens. Ce n'est pas seulement les gens qui sont en prison, les gens qui sont en exil aussi. Les Béninois qui sont en exil, là, apportent quoi au Bénin? Rien. Vous avez des professeurs qui sont en prison. Mais quelqu'un qui est censé être à l'université en train d'enseigner, en train de donner le savoir. Quand on a fini de reconnaître que le Bénin a une compétence, un désert de compétences, mais il faut plutôt chercher à mettre suffisamment de professeurs sur le... Je suis d'accord, si un professeur a des démêlés avec la justice, je suis d'accord que le professeur réponde. Je suis d'accord, donc je ne fais pas l'apologie des crimes ou de l'impunité, pas du tout. Très bien. Est-ce que vous avez fait des démarches vers vos adversaires politiques pour pouvoir les convaincre de ce qu'il faut, cette loi d'amnistie? Je suis peiné de vous dire quelque chose. Oui. En vérité,
Si vous êtes un Béninois, vous avez forcément quelqu'un en prison ou en exil. Vous savez, nous sommes en Afrique, hein? Les familles africaines sont très longues, très vastes. Nous ne sommes pas en Europe, où la famille est réduite à vous, à votre femme, et à un enfant ou deux au plus. Ici, la belle famille, c'est la famille. Votre famille paternelle, c'est la famille. Votre famille maternelle, les amis, c'est la famille. Le quartier, c'est la famille. Toute la ville, tout le village entier, c'est la famille. Donc, quand on est dans cette dynamique, vous voyez que vous avez forcément quelqu'un en prison. En un mot, vous n'êtes pas allé voir les adversaires politiques. Non, mais je ne peux pas dire en un mot, on n'est pas allé voir les adversaires politiques. Je veux simplement vous dire qu'on n'a pas besoin de prier les gens pour voter cette loi-là. Ça devait être spontané. C'est-à-dire eux-mêmes, même adversaires politiques, devaient dire, ben, oui, nous sommes des adversaires politiques, mais ces gens-là, si c'est que pour ça, mais on n'a pas pensé faire la loi. Mais ceux qui ont proposé la loi, accompagnent la loi pour que les Béninois soient libérés. On n'a vraiment pas besoin. Et si on était tous de bonne foi, ben écoutez, lorsque vous êtes convaincus que cette affaire-là, c'est votre affaire, et on ne vous a pas appelé pour en parler, vous pouvez vous inviter. Ce n'est pas anormal. Vous pouvez vous inviter. Et vous dire, mais écoutez, cette affaire-là nous concerne tous. Pourquoi vous croyez que c'est votre affaire à vous seul? Ben, il faut absolument qu'on en parle. Ça peut se faire comme ça. Mais vous... C'est ça la fraternité aussi. Vous êtes demandeur et donc il faut faire la démarche. Nous sommes demandeurs pour qui? Pour les Béninois ou bien pour les militants démocrates? Vous connaissez tous ceux qui sont en prison? Ils ne sont pas forcément des militants démocrates. Pas forcément. Vous êtes sûr que le professeur arrive voir un militant démocrate? Il a fait son adhésion au parti des démocrates? Non. Très bien. Voilà. Et puis, mis à part, justement, ce goût d'inachevé, donc là, vous attendez toujours l'adoption de cette loi d'amnistie. Quelle autre, action la 9e législature a posée et puis vous estimez qu'il est important de pouvoir le relever? Ben, écoutez, nous avons tout récemment, hein, il y en a beaucoup, ben, on ne va pas oui, faire tout le point, mais tout récemment, nous avons eu à voter la loi sur la chefferie traditionnelle. Et ça, c'est capital. En fait, je suis d'accord, oui. Quand vous dites que vous avez voté, oui, alors qu'on a entendu par ailleurs que le Parti Les Démocrates, on a entendu quand même un roi par rapport à ce sujet. Dites-nous. Mais justement... Et vous ne vous êtes pas prononcé d'ailleurs. Oui, mais écoutez, j'en viens. Lorsque je dis que nous avons voté, oui, ben, il faut me laisser finir. Si on a voté pour ou si on a voté contre. Très bien. Nous avons, au Parti des démocrates, voté contre cette loi-là. Nous avons estimé que c'était une occasion pour régler les petits problèmes que nous avons dans le pays. Nous sommes d'accord qu'ensemble, on organise la chefferie traditionnelle. Nous sommes entièrement d'accord. Mais si on veut organiser, on doit plutôt créer moins de mal. Vous ne pouvez pas, comme quelqu'un m'a dit, vous ne voulez pas, en voulant bercer un bébé, le réveiller. Mais écoutez, les rois sont les seuls aujourd'hui, dans leur ensemble, à savoir si cette loi-là est la bienvenue pour eux. Et lorsque vous me parlez donc du roi d'Alada, j'espère que c'est du roi de... Vous savez, je n'ai pas la prétention de... En fait, je ne veux pas répondre au roi d'Alada. Parce que c'est ça aussi, ce qui gouverne les responsables du Parti Les Démocrates. Moi, Kola Oledi Marogbon, je suis un prince de Savé. Je suis un prince de Savé. C'est un cousin à mon père qui est au trône actuellement à Savé. Vous comprenez? Je connais l'affaire des chefferies traditionnelles. Alors, le roi d'Alada se demande pourquoi nous avons voté contre cette loi-là. Et je crois que le roi d'Alada a même dit que on est contre les ancêtres. Non, plutôt. Nous sommes pour les ancêtres, on n'est pas contre les ancêtres. Parce que ce que le roi d'Alada ne sait pas, je suis peiné de dire, mais il faut bien le dire, pour qu'il comprenne lui-même et que les autres aussi comprennent. C'est quoi la position du Parti Les Démocrates? C'est quoi la position des députés démocrates à l'Assemblée nationale face à cette loi-là? Voilà une loi qui vient, dans un premier temps, qui fixe comme repère. On reconnaît les rois à partir de 1894 pour le sud et 1897 pour le nord. Vous êtes sûr que les rois
les royaumes ou les royautés, comme vous voulez, ont commencé depuis 1894, ici au sud. En clair, c'est comme si aujourd'hui, à partir de 2026, le président Patrice Talon ne sera plus président. Il sera donc ancien président. C'est comme si quelqu'un arrive aujourd'hui au Bénin et se dit, nous allons reconnaître les anciens présidents de la République. Mais les anciens présidents de la République, à partir de 2026. Vous comprenez un peu ce que je dis? Oui. À partir de 2026. Ou bien, non, plutôt, on va dire, on va reconnaître les présidents de la République. Voilà. C'est ce qui cadre, c'est l'exemple qui cadre, c'est le mieux. Une loi aujourd'hui se dit, nous allons reconnaître les présidents de la République à partir de 2026. Dites-moi, quel est le tort de Patrice Talon? Parce qu'il ne sera plus président. Oui. Quel est le tort du président Yahi? Donc le président Patrice Talon, le président Yahi, le président Kérékou, le président Maga, le président... Soglo. Quel est leur tort? Le président Soglo. Quel est leur tort? C'est le premier gros problème, ça. On ne peut pas dire, on va reconnaître ça à partir de... Comme si c'est en ce moment-là que les questions de royaume ont commencé au Bénin. C'est pas possible. Et donc pour vous, Mais c'est une exclusion. Il devrait pas y avoir une année. Mais s'il doit avoir une année, au nom de quoi? Lorsque vous décidez de faire comme ça... Au nom de l'histoire. Mais quelle histoire? L'histoire a commencé en 1894. Maintenant, justement, monsieur le journaliste, vous devez convenir avec moi que c'est aussi au nom de l'histoire, comme vous le dites. L'histoire n'a pas commencé, je suis désolé, en 1894. Mais dites-moi, en 1894, le roi Guézo était au pouvoir? Dites-moi non. Le roi Guézo n'était pas au pouvoir en 1894. Donc, on ne peut pas faire comme ça. Voilà les premiers points sur lesquels on ne s'est pas entendu. Et qui fait que nous, on a rejeté cette loi-là. Mais là n'est pas le gros problème. Le gros problème... Donc, le fait de dire qu'on va reconnaître à partir du temps, ça fait qu'on a oublié certains rois. Ça fait qu'on a oublié certains rois. Mais quel est le but? Vous ne pouvez pas, comme on disait tantôt, si vous voulez légiférer, mais il ne faut pas créer des inégalités pendant que vous êtes en train de légiférer. Mais il vaut mieux laisser les choses en l'état. Une loi est perfectible. Au fur et à mesure, on peut connaître... Pourquoi dès maintenant c'est comme ça? Pourquoi dès maintenant c'est comme ça? Alors, ça c'est une chose. Donc en faisant comme ça, je disais tantôt, nous avons oublié certains rois. L'autre chose, c'est que nous avons reconnu des rois, mais dont, enfin, qui dépendent d'autres, mais qui ne sont pas reconnus. Ces autres-là ne sont pas reconnus. Je vous explique pour que vous compreniez mieux. Je suppose que vous êtes roi. Moi aussi. Il se trouve que vous êtes au-dessus de moi. D'accord, très bien. Moi, je suis reconnu et vous n'êtes pas reconnu. Dites-moi la logique qu'il y a là. Ça fait deux. Le troisième point, pour ne pas faire trop de discours, c'est qu'on se propose de sanctionner les rois désormais. Vous savez ce qu'on appelle roi? Chez les Nagos, les rois, on les appelle Kabiesi. Kabiesi, Kabia aussi. Ça veut dire que le roi, excusez-moi, hein, c'est comme ça dans la tradition. C'est comme quelqu'un qui fait des choses à qui on ne peut pas demander de compte. Ah ben, ça va laisser libre cours à mais écoutez, non, mais pas du tout. Non, pas du tout. C'était comme ça. Ça n'avait pas laissé d'anarchie. C'était comme ça. C'est vous qui trouvez ça comme ça, que ça va laisser d'anarchie. Pas du tout. Je vais vous dire quelque chose. Les gens qui sont dans cette société-là, ils ne sont pas gênés. Ils ne sont pas gênés. Ils n'en parlent pas. Ils ne sont pas gênés. Ils ne sont pas gênés. Donc, on se propose de sanctionner les rois. De sanctionner les rois. En fait, quand vous dites sanctionner, c'est... Mais ils disent que... Oui, mais ils disent... pas faire la politique. Mais justement... Le roi relève écoutez, coutumes. Mais écoutez, pourquoi le roi ne peut pas faire la politique? De toute façon, vous savez, il y a une expression classique qui dit que si vous ne faites pas la politique vous fera. Pourquoi, par exemple, si une loi sort? Mais est-ce que vous savez que les rois étaient comme les présidents de la République? Pourquoi, si par exemple une loi sort, si un roi estime que cette loi-là va être difficile à appliquer, pourquoi un roi ne peut pas se prononcer là-dessus? En fait, pourquoi pas? Pourquoi un roi ne peut pas dire, mais cette loi-là, à suivre de près, doit poser problème, hein? Mais ce que le roi d'Alada vient de faire, c'est précisément ce que la loi refuse, ça. Parce que le roi d'Alada, ce faisant, s'est prononcé
Il a parlé de la politique. Il a exprimé son contentement. Mais exactement. Mais il a fait la politique. Puisqu'il a dit ce qui s'est passé à l'Assemblée nationale. Ce qui se passe à l'Assemblée nationale, c'est précisément la politique. Et c'est ça qu'on refuse désormais au roi. Mais est-ce que le roi de la sait qu'en faisant comme ça, il est en train de faire la politique et que c'est interdit désormais? Voilà les raisons pour lesquelles nous on dit, mais on ne peut pas, c'est trop contraignant. C'est pourquoi vous avez... Les rois ne sont pas fous. Les rois savent ce qu'ils ont à faire. Est-ce que vous allez faire une proposition de loi de relecture? Mais écoutez, Vous avez puisque nous ne sommes pas d'accord, oui. il faut. Mais il y a des gens qui se proposent déjà de faire ça. Et au Parti des démocrates, ça se prépare. Une proposition de loi avant la fin du mandat? Ça peut être maintenant, ça peut être après, j'en sais rien. Mais toutes ces lois-là doivent être revisitées. Je suis permis de vous dire qu'à l'Assemblée nationale, il y a des grandes personnalités qui ont dit, ne vous inquiétez pas, nous allons relire ça. En fait, dans l'application, on va avoir de gros problèmes. Vous m'avez parlé tout à l'heure du code, mais on ne peut pas ne pas avoir de problème à l'application. Qui va aller... Bon, écoutez, on dit qu'il y a 3 niveaux de sanctions. Oui. Lorsqu'un roi fait la politique, on dit, on va lui donner avertissement. Si le roi continue, on va le sanctionner. Je ne sais pas trop ce qu'il y a dans la sanction. Mais le 3e niveau, c'est qu'on dit on va lui démettre. Vous connaissez un ancien roi? On connaît les anciens présidents de la République. Le président Yahi, c'est un ancien président de la République. Le président Soglo, c'est un ancien président de la République. Je ne parle pas de ceux qui sont morts. Je parle de ceux qui sont en vie. Donnez-moi le nom d'un seul roi, ancien et vivant. C'est-à-dire que quelqu'un d'autre l'a déjà remplacé. Il n'est pas mort, hein, il n'est pas sous terre. Hein. Il est debout. Mais il est un ancien roi. Donnez-moi le nom de celui-là. Je vais vous dire quelque chose. Probablement ça existe. Mais vous savez ce qu'on appelle le roi? Si vous connaissez ce qu'on appelle le roi, vous devez comprendre, même si vous n'êtes pas prince, que si un roi ne meurt pas, on ne peut pas. On ne peut pas, mais on ne peut pas introduire un autre. Non. Très bien. En tout cas, on sait... Donc voilà les raisons pour lesquelles nous, on n'est pas d'accord à faire cette loi. C'est trop dur. Très bien. Mais écoutez, on ne peut pas aller traiter comme ça nos ancêtres. Je suis tenté de dire au roi de la terre, moi je suis son fils. Moi je suis fils de roi, je suis son fils. Donc je ne peux pas accepter qu'on amène... Moi, on va me donner une lettre maintenant pour aller dire au roi de la terre qu'il n'est plus roi. Au nom de quoi? Moi, je ne peux pas transmettre ça. Parfait. On connaît désormais votre position. Voilà donc la raison pour laquelle les démocrates, les députés démocrates ont dit non. Et il y en a beaucoup d'autres, mais on ne va pas en tout cas, on connaît désormais voilà à peu près l'essentiel. Et vous faites une très belle transition pour nous permettre d'aller au code électoral, puisque justement la nouvelle loi électorale qui date de mars 2024, vous avez beaucoup de récriminations, le parti Les Démocrates et d'autres partis de l'opposition également. Nous avons vu certains acteurs de la société civile. Que reprochez-vous fondamentalement à ce code-là? Pourtant, les adversaires politiques ne sont pas prêts à procéder à une révision. C'est dommage. C'est dommage que j'entende dire que les adversaires politiques, je ne sais pas si vous ont dit ça, ou si vous avez... Mais jusque-là, vous avez fait des doléances qui n'ont pas été honorées. Je suis d'accord. Je suis d'accord. Mais le chef de l'État, qui est quand même le patron de la majorité, a exprimé son désaccord. Refus, voilà. Oui, bien sûr. Mais je dis que c'est dommage. C'est dommage parce qu'il faut qu'on se pose la question, la vraie question. Qu'est-ce qu'on veut? On veut de grands partis. D'accord. Et après, est-ce qu'on veut la paix? Je veux de grands partis. Qui ne veut pas de grands partis? Moi aussi. Mais est-ce qu'on veut les grands partis dans un pays de paix? Ou bien on veut les grands partis dans un pays de violence? Ça est la question en fait. Qui ne veut pas les grands partis? On veut les grands partis. J'ai déjà dit, il ne sert à rien d'envoyer quelqu'un à la mort. Chacun va mourir de sa mort. Les questions de grands partis, on en a parlé tout le temps. Les gens disent qu'il y avait 200 partis. Les 200 partis là, c'est lesquels? Il y a un article qui dit que lorsque un parti ne réussit pas aux élections 3 fois successivement, il disparaît. C'est si simple que ça. Quel parti s'est déjà plaint pour dire que lui là, personne ne s'occupe de lui, il est allé 3 fois aux élections et puis donc on l'a rayé. Quel parti s'est plaint de ça? Alors, si on veut aller au grand parti, on peut aller doucement et sûrement, au lieu d'aller dans la précipitation. Il faut éviter de confondre la précipitation
et la vitesse, non? Et la vitesse. Ce qu'on est en train de faire là, on ne peut pas... Regardez depuis qu'on a voté ce code-là. Il n'y a pas que vous, les journalistes. On ne fait que des émissions sur le code. C'est du temps perdu. C'est du temps perdu. On pouvait éviter ça à tout le monde. Les gens en parlent même hors de nos frontières. Et ils se demandent, qu'est-ce qui arrive aux Béninois? Mais en réalité, qu'est-ce que vous reprochez? Mais qu'est-ce qu'il y a trop de choses à reprocher? Mais les lois qui se votent à l'Assemblée nationale, mais je ne vous dis pas. Mais regardez, la Sénat, c'est l'institution qui est chargée d'organiser les élections. La Sénat trouve qu'elle va avoir de problèmes à l'application. La Sénat elle-même trouve qu'elle aura de difficultés à l'application. Elle vous l'a confié? Mais comment? Elle vous l'a confié? Mais elle a dit publiquement. Lorsque le cadre de concertation allait voir la Sénat pour dire, mais ce code-là. Mais écoutez, on a dit ça tout le temps. On se demande ce que veut le système en place. Le code 44, l'article du moins, l'article 44 de ce code-là, dit que les partis politiques, avant l'ouverture officielle de la campagne, les partis politiques sont invités à animer la vie politique et à renseigner les citoyens. Mais les partis, les responsables du Parti des démocrates décident d'aller quelque part pour renseigner les citoyens, pour animer la vie politique, et il est régulièrement empêché. Comment vous comprenez ça? Qui a tort dans cette condition? C'est le parti qui a tort, un parti qui est régulièrement constitué qui a tort? Ou bien c'est ceux qui sont chargés d'appliquer les tests? On a entendu des maires qui ont dit que vous n'avez pas rempli les formalités. Lesquelles formalités? On a déjà fait ce débat-là tout le temps. Lesquelles formalités? Et on n'a jamais entendu UPR n'ont pas rempli les formalités. C'est tous les démocrates qui ne connaissent pas les formalités. Avec les responsables qui sont partis, les démocrates là. Ça fait un peu honte de dire des choses comme ça. Ça fait un peu honte. J'ai dit sur un plateau de télé il n'y a pas trop longtemps que les gens, les responsables du Parti des démocrates sont allés dans le siège. Et la police est allée au siège pour aller disperser les gens. Vous êtes dans votre studio ici. Quelle autorisation vous avez besoin pour venir dans votre studio? Dites-moi. Quelle autorisation vous avez besoin d'avoir pour venir dans votre studio et faire votre émission et repartir à la maison chez vous? À quel moment les démocrates sont allés quelque part pour faire un meeting et il y a eu bagarre, il y a eu mort d'homme? À quel moment? Dites-moi. Une seule fois, je ne dis pas plusieurs fois. Je vais vous dire quelque chose. Nous sommes allés un jour à Dobo pour faire un meeting. Oui. Le président Yahi Boni, le président du parti lui-même, était là. Il y a un militant que je ne vais pas citer, qui a mal parlé. Vous savez ce qui s'est passé? Le président Yahi a fait interrompre le meeting et a demandé aux militants de présenter ses excuses aux autorités. Qu'est-ce que vous voulez d'autre? Non. Et donc aller chercher les problèmes ailleurs. Très bien. Est-ce que c'est consommé? Il faut aller. Est-ce que c'est consommé? Voilà, vous êtes passé à autre chose maintenant? Qu'est-ce qui est consommé? En fait, le code. Mais qu'est-ce que c'est consommé? On continue, nous sommes en train de dénoncer le code. En quoi c'est consommé? C'est consommé par qui? Par eux peut-être. Vous espérez toujours la rélecture? Mais nous sommes dans le délai. Encore que, mais vous n'allez pas me démentir. Si c'est eux-mêmes, ils sont capables de retoucher tout ça. Même en plein processus électoral. C'est déjà arrivé. C'est déjà arrivé. Ça veut dire quoi? Que s'ils veulent, ils vont toucher ça la veille des élections. S'ils veulent, ils vont toucher ça pendant les élections, le jour de l'élection. Ou alors, pendant qu'on est en train de dire les résultats. Sauf que ça ne fait pas bien. On ne peut pas se donner des lois et ne pas les respecter. Si ces lois-là sont vraiment bien. Et donc, vous avez toujours l'espérance. Et il faut espérer, lorsque vous êtes en vie. Oui. Mais écoutez, si vous n'espérez pas, ne vivez plus. Très bien. La vie, c'est l'espoir. Tant qu'on vit, il vaut mieux espérer. Nous espérons que le code va être relu. Parce que de plus en plus, les voix s'élèvent. Vous parlez du Parti des démocrates. C'est parti avec les démocrates. Mais aujourd'hui, c'est tout le monde qui s'en préoccupe aujourd'hui. C'est tout le monde qui s'en préoccupe aujourd'hui. Vous avez l'organisation des sociétés civiles qui s'en préoccupe. Ils ont même fait des recommandations à l'État. Vous avez le clergé qui s'en préoccupe, qui a fait des recommandations à l'État. Vous avez l'Union islamique du Bénin qui s'est préoccupée de ça également. Et puis j'en passe. Donc, normalement, on devrait marquer un arrêt. Je dis, mais
Pourquoi tout le monde s'en préoccupe si tant? Pourquoi tout le monde fait de recommandations? Ça veut dire qu'il y a un problème. C'est pourquoi je dis, est-ce qu'on veut la paix ou bien on ne veut pas la paix? Moi, je crois qu'on doit préférer la paix à la violence. Très bien. Merci beaucoup à vous, Kolaole et Djima Ogbon. Nous allons aborder l'autre question de nos discussions. Il s'agit de la désignation du duo présidentiel. Vous le savez, le 12 avril prochain, 2026. Donc, les électeurs béninois seront appelés à désigner le successeur de Patrice Talon. Mais qu'est-ce qui se passe au Parti Les Démocrates? On n'entend rien du tout. On n'a pas de visage sur le duo présidentiel. Qu'est-ce qui se passe? Mais décidément, cette question récurrente-là de duo présidentiel, on n'entend rien, on n'entend rien. Tout à fait, parce que, vous savez, les élections antérieures, à 1 an, nous sommes à presque moins d'1 an. Aujourd'hui, on n'entend rien. Mais écoutez, vous avez bien dit vous-même, les élections antérieures. Maintenant, c'est les élections actuelles, ce n'est pas antérieur. Vous savez, dans la vie, il faut s'actualiser. Il faut suivre le cours des choses et en conséquence, vous prenez vos dispositions. Ce que je vais vous dire tout simplement, c'est qu'on n'est pas en retard. Si oui, dites-moi par rapport à qui on est en retard. Si c'est par rapport à nous-mêmes, on n'est pas en retard. Les populations sont impatientes. Oui, ben, nous allons juste leur demander de prendre un peu plus de patience. On ne peut pas ne pas avoir notre candidat. Et on ne peut pas, mais puisque c'est la population qui va voter, donc on leur dira c'est qui le candidat. Et il n'y a aucun problème par rapport à ça. Mais le Parti de la démocratie s'est fixé à coup sûr un timing. Quel est le timing? Ben, je ne peux pas vous dire le timing, écoutez. Ah ben, vous êtes là pour donner des réponses à nos questions. Je suis entièrement d'accord, dans la mesure du possible. Si j'ai des réponses à vos questions, je vous donne ça. Donnons l'intervalle au moins, voilà. Je ne peux pas. Mais on devrait attendre ce qui est sûr, le duo présidentiel. Ce qui est sûr avant. Vous avez dit le 12, on va aux élections. C'est très vrai. La deuxième semaine du mois d'avril, le deuxième dimanche du mois d'avril, on va aux élections, ça c'est sûr. Donc, bien avant, puisqu'on va avoir la période, la période de dépôt. Donc on devra attendre octobre pour connaître. Mais ce sera au plus tard, ça. Je ne pense pas que ça irait jusqu'en octobre. Et si le parti a décidé d'aller jusqu'en octobre, je voudrais simplement prier la population d'accepter ça comme ça, c'est tout. Est-ce que vous scrutez? Il n'y a aucun problème. Est-ce que vous scrutez la mouvance présidentielle? Vous attendez la décision du chef de l'État? Mais pas du tout. Nous sommes deux partis différents. Pas du tout. Eux, ils sont leur parti et nous sommes le nôtre ici. Pas du tout. Et certains observateurs... Dites-moi, c'est parallèle. Certains observateurs estiment que peut-être que le Parti Les Démocrates manque de personnalité capable d'affronter la mouvance. Je n'ai pas compris. Je n'ai pas compris ce que vous dites. Vous avez bien entendu la question? Non, je n'ai pas bien entendu. Avez-vous des personnalités de cran pour pouvoir affronter la mouvance? On ne peut pas poser des questions comme ça aux démocrates. Si vous voulez, c'est pourquoi je dis que je n'ai pas bien compris. Mais lorsque vous prenez un parti comme le Parti Les Démocrates, vous voyez ceux qui sont au Parti Les Démocrates? Non mais attendez, non. Il ne faut pas que les gens disent des choses comme ça. De toute façon, ça va se savoir. Que les gens prennent un peu plus de patience, et puis c'est tout. Comment on peut imaginer qu'au Parti des démocrates, les gens manquent de candidats? Par rapport à quoi? Est-ce qu'il y aura un duo de candidats présidentiels au nom de l'opposition béninoise, ou bien le Parti Les Démocrates seul va aux élections? Vous savez, le Parti Les Démocrates va aux élections, bien sûr. Mais vous savez que le Parti Les Démocrates, du moins, est en collaboration aujourd'hui avec certains partis de l'opposition. Tout à fait. Donc, je ne sais pas ce qui va être arrêté. Parce que ça, c'est au sommet du parti que des décisions comme ça doivent être prises. Donc, puisque nous sommes avec certains partis, je ne sais pas ce que le sommet du parti va décider. Qu'est-ce que vous auriez souhaité en tant que député tout de même? Mais ce que je voudrais souhaiter tout simplement, si vous voulez, c'est que l'opposition gagne. C'est tout. Que l'opposition ait un candidat. Mais absolument. Oui, mais que l'opposition ait un candidat. Vous savez, si un parti décide d'aller en aventure, il peut. Mais s'il veut vraiment gagner, il y a des calculs à faire. S'il veut gagner, il y a des calculs à faire.
vous savez, lorsque vous allez à une élection, pour moi, l'élection se gagne en 2 temps. L'élection se gagne en 2 temps. Oui. Que ce soit communal, municipal, législatif, ça se gagne en 2 temps. Ça, c'est moi que ça engage. Hein. Oui. Ça n'engage pas le Parti des démocrates. Le premier temps, pour moi, et le plus important, c'est le choix du candidat. C'est le choix du candidat. Donc, lorsque le choix du candidat... Vous savez, lorsque le choix du candidat est fait, et que c'est acclamé par tous, mais vous êtes sûr que vous avez déjà gagné. Vous êtes sûr que vous avez déjà gagné. Mais lorsque le choix du candidat est fait, et puis déjà à l'intérieur, les gens se disent, ah, mais dis donc, comment on a pu faire ça? Comment quelqu'un comme ça peut aller convaincre un autre de voter pour le candidat? Donc c'est pourquoi, je sais qu'au Parti des démocrates, les gens sont très inspirés, il n'y a pas de problème. C'est pourquoi il dit, le choix, comment on va avoir un bon candidat, et puis les gens vont voter massivement pour le candidat, et nous allons prendre le pouvoir. Très bien. Il y a tout de même l'un des vôtres. Quand je dis l'un des vôtres, il était donc jusque-là, bon, il n'a pas quitté le cadre de concertation des partis politiques de l'opposition, mais récemment, il a déclaré sa candidature. C'est d'ailleurs la première déclaration de candidature. Daniel Eda, comment vous l'avez reçu, cette nouvelle? Mais écoutez, c'est son droit le plus absolu. S'il a envie d'être candidat, il peut le dire. Mais honnêtement, je dois vous dire, je ne sais pas. Est-ce qu'il a dit que... Il a un parti, non? Il a dit qu'il est candidat du parti, les démocrates? Pas du tout, pas du tout. Il est candidat. Il n'a pas évoqué, mais il faisait partie quand même du cadre, vous savez. De concertation. Oui, comment vous avez... Non, c'est son droit le plus absolu. Vous savez, on a déjà entendu ça là. Rappelez-vous, notre frère Kemi Seba a dit que lui, il souhaiterait être, je crois, non? Il dit, je ne sais plus exactement les thèmes qu'il a utilisés, mais qu'il souhaiterait être le porte-voix, en tout cas, du Parti des démocrates. C'est son droit le plus absolu. Mais les cadres du parti vont s'asseoir et diront si le choix du parti est porté sur lui ou pas, c'est tout. Est-ce que Daniel Eda, vous en avez parlé avant? Moi-même, quand on le dit? Non, le parti, ça, je ne sais pas. Le cadre de concertation. Je ne sais pas. Vous ne savez pas? Non, je ne sais pas. Et qu'est-ce que vous pensez justement de sa déclaration? Mais je crois qu'il est dans ses droits, une fois encore. Vous savez, tout militant peut être candidat. Tout militant peut être candidat. Même s'il était du Parti des démocrates, s'il est membre du Parti des démocrates, ou même responsable du Parti des démocrates, s'il veut, il peut le dire. Et ça ne fera pas forcément de lui le candidat, oui. Ou bien c'est pas ça qui va faire que les gens ne vont pas le choisir. Très bien. Donc ça c'est une paire de manches. L'autre paire de manches, c'est que les gens s'asseyent et se disent, bon, ben, qui nous conduit aux élections, c'est tout. Qui porte notre voix aux élections, c'est tout. Par ailleurs, il sollicite quand même le parrainage au niveau du Parti Les Démocrates. Mais c'est son droit le plus absolu. Encore. Vous allez le lui donner. Mais écoutez, Dieu sait qu'on n'en a pas beaucoup. Dieu seul sait qu'on n'en a pas beaucoup. Et vous aussi, vous le savez d'ailleurs. Donc, est-ce qu'on va lui donner? Mais écoutez, si c'est lui le candidat du parti, mais ça va sans dire. Ça va sans dire. Mais c'est un secret de projet aujourd'hui que de dire qu'on peut donner du parrainage à celui-ci, on peut donner du parrainage à celui-là, quand vous savez que vous n'en avez pas beaucoup. Voilà. Et donc il ne compte pas sur vous? Mais je ne peux pas dire ça non plus. Moi, je ne sais pas. Honnêtement, je n'ai pas fait la discussion avec lui. Oui. Et je ne sais pas s'il en a parlé avec les responsables du parti et quelle réponse ils lui ont servi. Moi, je ne sais pas. D'accord. Mais je continue de dire que mais il est libre de se déclarer candidat. Vous-même, si vous voulez, vous pouvez dire que vous êtes candidat. Ce n'est plus facile aujourd'hui. Pourquoi? Le parrainage et bien d'autres choses, vous le savez. Mais donc vous devez le savoir en amont. Avant de... C'est pourquoi je dis, est-ce qu'on veut aller... Vous avez suivi dans un premier temps, je dis, qu'est-ce que vous voulez? Est-ce que vous voulez dire que vous êtes candidat? Si vous voulez dire que vous êtes candidat, vous êtes libre de dire que vous êtes candidat. Maintenant, être porté, c'est une autre affaire. Et ça, c'est seul le parti
qui peut trancher. En décider, très bien. Et nous avons observé tout de même des rapprochements entre le président de votre parti politique, l'ancien président de la République, Thomas Boniaï, et puis l'ancien président de l'Assemblée nationale, Maître Adrien Mbedji. C'est toujours dans le cadre des élections générales de 2026. Qu'est-ce que nous devons savoir de ces dessous, de ces rapprochements? Non, il n'y a pas grand-chose à savoir. Vous savez, là encore, on ne peut pas dire autre chose. Tout le monde sait que nous sommes à la veille des élections. Oui. Donc, lorsque les hommes politiques se rencontrent, c'est probablement pour ça. Sauf que je ne peux pas vous dire qu'est-ce qui a été retenu. Ce que je sais, en revanche, c'est que nous-mêmes, députés, avons rendu visite au président Adrien Mbedji. Et ça, je peux vous dire que c'était une visite de courtoisie et d'encouragement. Pourquoi décider aujourd'hui d'aller lui rendre visite alors que pendant tout ce temps, il était toujours puisque, là. Vous savez, c'est le retour de l'ascenseur en fait. S'il a décidé lui-même de venir voir notre président, pourquoi nous aussi on ne peut pas décider d'aller le voir? C'est pas plus compliqué que ça. C'est peut-être naïf de croire que, bon, ces différentes visites, c'est courtoisie simplement. Je n'ai pas dit courtoisie seulement, j'ai dit encouragement. Je ne vais pas vous dire la position de Maître Adrien Mbedji aujourd'hui. Vous êtes mieux placé. Politiques. Comment? Quelles sont les empreintes politiques de ces visites? Je ne peux pas vous donner ces détails-là. Mais vous savez aujourd'hui la position de Maître Adrien Mbedji. Et nous, responsables ou nous, militants du Parti des démocrates, on ne peut pas ne pas encourager ça. Parce que c'est notre position à nous, ça. C'est notre position à nous. Si aujourd'hui, vous décidez de constater avec nous que ça ne va pas, Maître Adrien Mbedji a dit qu'il faut libérer les prisonniers politiques. C'est ce que nous chantons tous les jours. Donc lorsque aujourd'hui, vous dites, même si on ne se côtoyait pas, on ne se fréquentait pas, le jour où vous faites des déclarations comme ça, nous on se dit, mais tiens, voilà quelqu'un de notre alors. Et c'est si simple que ça. Et bientôt, il y aura donc une fusion peut-être? C'est pas impossible, mais je ne sais pas. Apparemment, vous ne savez pas beaucoup de choses. Mais écoutez, vous décidez de nous dire que vous ne savez pas beaucoup. Non, vous voyez, il vaut mieux que je vous dise exactement ce que je sais. Vous voulez que je vous dise de n'importe quoi? Moi, je n'ai pas envie. Très bien. Je sais quelque chose, je vous dis ça. Oui. Si je ne sais pas ça. Vous savez, il y a des milliers de gens qui nous suivent. Oui. Donc, on ne peut pas se permettre de dire de n'importe quoi, de dire des contes vérités, des trucs comme ça. Non, c'est pas bien. Il vaut mieux s'abstenir. Si vous n'êtes pas sûr de vous-même, de ce que vous voulez dire, on vous pose une question. Si vous n'avez pas la question, vous n'êtes pas obligé de dire les contes vérités. Très bien. Ce n'est même pas recommandé. Quelle sera la suite après ces visites? Je ne pourrai pas vous dire la suite. C'est peut-être les responsables qui vont décider de la suite. Vous avez prévu au niveau du groupe parlementaire, les démocrates, d'aller le revoir encore? Pour l'instant, non. Je n'ai pas encore cette information-là. D'accord, très bien. En tout cas, on continue dans nos échanges. Nous sommes en train de sortir, Ogbon, député du Parti Les Démocrates. Nous sommes en train de sortir donc de nos discussions. Vous avez reçu une invitation inattendue du ministre conseiller en charge des infrastructures pour visiter donc le nouveau siège de l'Assemblée nationale, suite justement à cette sortie d'un des vôtres, c'est-à-dire le secrétaire national à la communication. Pourquoi vous n'avez pas répondu à l'invitation du ministre conseiller? L'invitation du ministre conseiller, c'est M. Ayadi, non? Tout à fait. Nous demandons donc de bien vouloir accepter une visite du siège de l'Assemblée en construction. Les responsables du parti, les démocrates, ont estimé qu'ils ont besoin de certains éléments d'appréciation avant de faire la visite, il me semble. Donc, au jour d'aujourd'hui, je ne sais pas si le ministre conseiller a pu mettre à disposition des responsables du Parti Les Démocrates ces éléments-là. C'est tout simple. Hein? Les responsables du Parti Les Démocrates veulent savoir s'il y a eu appel d'offres, par exemple. Il y a un certain nombre de points qui ont été énumérés. Est-ce qu'il y a eu appel d'offres? Est-ce qu'il y a une procédure de passation de marché? Vous voyez? Est-ce qu'il y a un coût de base? Est-ce qu'il y a un coût de réalisation? Est-ce qu'il y a eu des avenants? Vous voyez? C'est autant de choses que les responsables du parti, les démocrates, ont demandé. Ah, pour vous, c'est un préalable d'abord? Ils ont jugé ça comme ça.
Ceci dit, pour moi, oui, ça peut être un préalable, pourquoi pas. Et ça ne doit pas poser de problème. En fait, c'est des documents qu'on devait mettre à disposition du public. C'est l'argent du public. C'est l'argent du public. On ne devait même pas demander ça. On devait pouvoir consulter ça. Et puisqu'on ne l'a pas, vous savez, au Parti des démocrates, nous dénonçons parfois l'opacité dans laquelle les infrastructures se réalisent. Et donc, j'ai déjà dit sur un plateau de télé, les nagos disent si vous ne cachez rien d'illicite et que les gens veulent y voir clair, il faut le leur permettre. Donc, ce n'est pas plus compliqué que ça. Est-ce que vous avez un cours de base? Oui, vous avez un cours de base. Et tenez. Est-ce que vous avez l'avenant? Oui, on en a. Non, on n'en a pas. Sinon, pourquoi? Et moi, je crois que les responsables du Parti des démocrates qui demandent ça ne l'ont pas fait au hasard. Ne l'ont pas fait au hasard. Le docteur Guy Mitopé a fait une sortie où il a dit des chiffres qui font froid au dos. Qui font très froid au dos. Il a dit que, je crois, que en Tunisie, le kilomètre de route coûte 1 milliard. Mais chez nous, on est autour de 6 milliards. C'est pas rien, c'est pas rien ça. Bon, c'est du simple. Il ne suffit pas de comparer simplement. Certainement, il y a un certain nombre d'ingrédients qui entrent en ligne de compte. Oui, mais on veut savoir. On veut savoir. Mais est-ce que, comme on le dit en Afrique, je sais que vous aimez justement la tradition africaine, vous l'évoquez si tant, comme on le dit en Afrique, quand on vous appelle, répondez à l'appel. C'est ce qui, sur l'appel, qu'on peut refuser. Mais est-ce que ce n'est pas mieux de répondre à l'appel, d'aller d'abord et de faire ces observations? En quoi ça dérange alors de mettre les documents à disposition avant d'aller, pour mieux apprécier sur place? L'un n'exclut pas l'autre. Lorsque vous me demandez de venir voir quelque chose, écoutez, et lui dit, donnez-moi les verres pour que je puisse voir. J'ai besoin des verres pour que je puisse mieux voir. Vous allez lui dire qu'il n'a pas le droit de... Vous voulez qu'il vienne voir ou bien vous voulez qu'il vienne seulement? S'il estime qu'il n'a pas de visibilité. Vous savez, quand vous n'avez pas de visibilité, ça veut dire que c'est flou. C'est simple à comprendre, hein? Et quand c'est flou, ça veut dire qu'il y a de doutes. Mais dans ce cas-là, levez le doute. Ce n'est pas compliqué. Vous savez, j'ai entendu dire qu'à la base, on est parti avec un chiffre de 25 milliards pour construire l'Assemblée. Et qu'on serait autour aujourd'hui de 80 environ. Vous voyez la différence? Si c'est vrai, vous voyez la différence? De 25 à 80. Il y a lieu de savoir, est-ce qu'il y a des avenants? Est-ce qu'il y a une convention qui prescrit que ces chiffres-là sont susceptibles d'être modifiés? On peut aller du simple au triple, du simple au double, des trucs comme ça. Mais en temps, on n'a pas connu une catastrophe. Pour qu'on dise qu'il y a une catastrophe naturelle ou même artificielle ou ceci ou cela. Mais, ceci dit, après avoir constaté ça, on veut savoir qu'est-ce qui explique ça. Et on ne peut pas le savoir en l'absence des documents. Donc ce n'est pas compliqué. Donc, quel est le coût de base? Est-ce que le président Ayadji confirme que c'était 25 milliards au départ et qu'aujourd'hui on serait autour de 80 milliards? Est-ce qu'il confirme ça? Si oui, l'avenant là, où est-ce qu'il est? Et quel est le niveau de décaissement aujourd'hui? On a besoin de savoir. Vous savez, c'est l'argent public. Hein. C'est l'argent public. Et donc lorsque vous utilisez la réponse jusqu'aujourd'hui? Je ne pense pas. Et ce que je crois, si les démocrates disent qu'ils ont besoin de ça, je crois que dès qu'ils vont avoir ça, c'est sans délai qu'ils vont aller là-bas. Si le calendrier de président Ayadji est concordant. Très bien. En tout cas, les élus de la 9e législature étaient sur le chantier pour visiter. Oui. Quelques membres du parti Les Démocrates. Je n'étais pas parmi ceux qui sont partis. Mais vous avez donc des camarades qui étaient partis. Oui, bien sûr. Je dis que moi, je ne suis pas dans le groupe. Je n'ai pas fait partie de ceux qui sont allés visiter. Et il y a une rétention d'informations dans le groupe parlementaire? Je ne pense pas. Non, ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Il s'agit de quoi? Mais il s'agit de ce que moi, je ne suis pas allé, c'est tout. Et vous n'avez reçu aucune information des autres? Mais l'information que nous avons reçue, c'est que les gens sont allés visiter.
Ils sont allés visiter. Et donc, vous savez, il y a la discipline du groupe. Oui. Et quand vous n'êtes pas d'accord, vous donnez vos raisons. En effet, il y a les démocrates qui sont partis là-bas, dans un certain cercle. Et puis, ils sont allés. C'est peut-être suite à ça qu'il y a ces questions-là. Moi, j'en sais rien. Hein. Je le dis comme ça. D'accord. Parce que celui qui a écrit, il n'a pas fait partie du groupe qui allait faire la visite. Et cependant, il estime qu'il a besoin de ça. Peut-être qu'il y a des informations qui dérangent. De toute façon, le secrétaire national à la communication a dit qu'au départ, on était on était à un coût de 25 milliards et qu'aujourd'hui, on serait autour de 80. C'est quand même beaucoup, hein? Très bien. C'est presque 5 fois. Donc, vous attendez des réponses? Je crois qu'ils attendent certainement des réponses. Très bien. Et si, à un moment donné, ils estiment qu'ils peuvent aller quand même sans réponse, c'est à eux de dire. D'accord. Très bien. Merci beaucoup à vous, Kolaole Guiman Ogbon. Merci donc d'avoir répondu plus ou moins à nos questions. Parce qu'il y a des questions pour lesquelles vous n'avez pas de réponse. Vous nous avez dit que vous n'avez pas de réponse pour ces questions. Mais écoutez, est-ce que, je vous ai dit tout à l'heure, est-ce que vous voulez que je vous dise ce que je sais ou bien vous voulez que je vous dise de n'importe quoi? En tout cas, vous avez dit ce que vous savez peut-être. C'est tellement... En tout cas, on se retrouvera puisque ce n'est que nos premières discussions. Voilà. Et quelles sont déjà les perspectives à l'Assemblée nationale? Vous prévoyez des questions au gouvernement? Non, il y a beaucoup de questions qui vont être adressées. Nous, par exemple? Oh non, on va pas dire tout ça ici. Oui. Donc il y a des questions. Il y a beaucoup qui sont en souffrance. Ça ne va pas nous décourager. On va continuer à poser des questions au gouvernement. C'est pour qu'on voit plus clair. Et tout ça, c'est pour le peuple. Est-ce qu'il y a une efficacité, il y a un objectif derrière? L'objectif, c'est pour pousser le gouvernement à faire mieux, c'est tout. C'est si simple que ça. Ce n'est pas qu'on veut éprouver le système, non, pas du tout. C'est qu'on veut amener le gouvernement à faire mieux, à faire plus. Pour le bonheur du peuple, c'est tout. Il n'y a rien d'autre derrière. Parfait. Merci. Sinon, quand on pose une question au gouvernement, c'est pas pour... c'est pour renseigner le peuple, en fait. Parce que, vous savez, lorsque vous êtes élu et que les militants vous posent des questions, mais puisque vous n'êtes pas auteur de ces questions-là, vous êtes obligé de vous référer à la personne, en fait, qui est auteur des questions. C'est-à-dire c'est quelqu'un qui pose les actes. Oui. Et on pose la question sur les actes. Vous vous référez à la personne. Pourquoi c'est comme ça? Pourquoi le Sodia est cher? Il n'y a pas que il y a que du moins, il n'y a que le gouvernement pour répondre à ça. Voilà ce qui nous amène le plus souvent à poser de questions au gouvernement. C'est si simple que ça. Les gens dénonçaient par exemple ce qui se passe en temps à l'hôpital chinois de Parakou. Qu'est-ce qu'on en fait dans ce cas? On adresse une lettre au gouvernement. C'est si simple que ça. Et le gouvernement, en principe, devrait venir nous renseigner afin qu'à notre tour, on puisse renseigner le peuple. C'est tout simple. Ce n'est pas une affaire qui concerne en fait le parti Les Démocrates. Vous voyez ce que je suis en train de vous demander là. Le peuple a besoin de savoir pourquoi, par exemple, on est passé de 25 milliards à 80 milliards. Le peuple a le droit de savoir. Ce n'est pas seulement les démocrates qui ont besoin de savoir ça. Et quand le président Ayadi nous aurait donné ce document-là, on va comprendre. Et on ne fera plus le débat. Très bien. Donc, c'est pareil pour les autres questions. Voilà, vous savez donc d'interface entre le peuple et puis donc les gouvernants qui font l'exécution. Oui. Très bien. Merci beaucoup à vous, Kolaole Guiman Ogbon. Nous sommes donc à la fin de nos échanges. Vous avez un mot de fin à l'endroit de nos internautes et de nos téléspectateurs? Le mot de fin, c'est d'abord à vous-même. Un remerciement pour m'avoir invité à votre antenne ici. Et remercier aussi les gens qui prennent le temps à nous écouter et demander aux gens de soutenir donc le parti du peuple. Nous, on appelle notre parti le parti du peuple. Donc tout le combat que nous faisons, c'est pour le peuple. On ne fait pas ça pour nous-mêmes. Nous l'avons souvent chanté, nous l'avons souvent dit et nous continuons de faire ça. Vous allez voir les différentes interpellations, je viens de vous dire tout à l'heure, les différentes interpellations que nous faisons, ce n'est pas pour les démocrates. La loi d'amnistie dont nous avons parlé tout à l'heure, ce n'est pas pour les démocrates, c'est pour le peuple. Toutes les différentes activités que nous menons, ce n'est pas pour nous-mêmes, c'est pour le peuple.
C'est le choix que nous avons fait, ça, au Parti des démocrates. Donc, s'il y a quelque chose d'autre à ajouter, c'est de demander aux gens de se mobiliser, de demander avec nous la relative de ce code-là, pour qu'on puisse éviter des violences. J'ai entendu tout récemment le porte-parole du gouvernement dire que le gouvernement ne laissera pas place au désordre. En effet, le gouvernement ne doit pas laisser place au désordre. Il dit que le gouvernement doit assurer la sécurité. C'est précisément le rôle du gouvernement, ça. Mais en même temps, le gouvernement ne doit pas créer des situations de désordre. Et lorsqu'il y a une situation de désordre qui s'installe déjà, il faut lever ça rapidement. Vous voyez un code électoral comme ça, pour moi, le désordre, il est déjà là. Ce n'est pas ceux qui vont réagir par rapport à ça qui créent le désordre, non. Ce qu'on va constater après, ce que je ne souhaite pas, ce serait une réaction par rapport à ceci. Donc, le départ du feu, ce n'est pas ça. C'est le code qui est lui-même chrysogène. Donc, c'est comme ça, normalement, que le gouvernement doit, au lieu de réagir plus tard, il doit réagir en amont. Il doit être proactif. L'Assemblée nationale a voté une loi. Mais écoutez, vous pouvez être d'accord, vous pouvez ne pas être d'accord. Il y a quand même des normes dans la société. On n'a qu'à regarder ça avec les normes. Est-ce que ça respecte les normes? Ce code-là nous conduit où? On ne sommes pas rentrés dans le code. Dites-moi, lorsque quelqu'un n'a pas un document qui permet de se justifier, qui permet de soutenir ses accusations, on va où? On va où? La question de procès verbal reste toujours posée. Mais si ils ne veulent pas qu'on ait les procès verbaux, il n'y a pas de problème. Dans ce cas-là, la Cour constitutionnelle, ils n'ont qu'à instruire la Cour constitutionnelle. Pourquoi la Cour constitutionnelle ne demande pas les procès verbaux? Ce n'est pas compliqué. Vous ne donnez pas quelque chose à quelqu'un et vous lui réclamez la chose. Mais le procès verbal, ce n'est pas le parti qui fabrique ça, qui édite ça, non. C'est un document de la Sénat, c'est un document administratif. Mais vous voulez que les gens viennent pour se justifier avec un procès verbal qu'il n'a pas. A priori, les institutions en charge aussi ont des procès verbaux. Les institutions en charge ont des procès verbaux. Oui. Pour justifier quoi? Pour justifier le calcul à eux ou bien pour justifier le calcul des partis politiques? Mais dites-moi que c'est pour justifier le calcul à eux. Et quand on a demandé ça, puisqu'on n'en a pas en 2023, oui, quand on a demandé ça, mais ils ont refusé de donner. Et quand on a insisté, ils ont dit que c'est caduc. Et à ce niveau-là, eux-mêmes, ils se sont repris, ils ont dit, non, ils ne devaient pas dire que c'est caduc. C'est un document officiel. Ce document-là, en France, se consulte sur Internet. Ce document-là, mais ils sont venus à l'Assemblée nationale plaider leur budget pour ça. Et c'est les députés qui ont accordé ça. C'est l'argent public. Vous ne pouvez pas prendre l'argent public, faire un travail, le public demande le travail, à voir le travail que vous avez fait avec l'argent public et dit que vous ne donnez pas. En tout cas, vous nourrissez de l'espoir, de l'espérance quant à la relecture de ce code. Moi, je crois. Voilà, certainement que ça sera effectif. Merci beaucoup à vous, une fois encore. C'est moi qui vous remercie. Kolawole Djiman Ogmon, député à l'Assemblée nationale. Vous êtes membre du parti Les Démocrates. Mesdames et messieurs, vous savez désormais ce que pense notre invité d'un certain nombre de sujets que nous avons évoqués avec lui. Merci de nous avoir suivis et donc on va se retrouver très bientôt sur notre plateforme digitale Matin Libre Télévision pour d'autres thématiques avec d'autres citoyens du Bénin. Merci et à bientôt. Merci.